C'est l'heure de vous présenter le Focus Pulps d'août 2025. On vous rappelle, le Focus Pulps, c'est simplement notre sélection de titres VO à prix de lancement. On sait que lire des comics en VO, ça peut être un sacré investissement et que quand il y a des titres qu'on aimerait bien se lancer mais qu'on connaît pas du tout, et parfois c'est un peu dur de se lancer. Donc nous, on est là pour vous proposer de vous aider à vous lancer avec cette offre de lancement spécial. Et Corentin, pour cette sélection du mois d'août, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter le premier single issue qu'on vous propose? C'est chez Top Cow, ça s'appelle Death to Pachuco. Oui, j'aurais besoin que tu me retrouves les équipes créatives pour ces trois single issues. Bien entendu. Alors, Death to Pachuco, comme on l'avait évoqué dans le dernier front page d'ailleurs, c'est un comics qui revient sur un fait historique des États-Unis qui est relativement méconnu en France, qui est même très méconnu en France et en Europe, qui remonte en fait à un meurtre qui avait eu lieu en fait pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, le meurtre du Lagon Noir, où un jeune homme d'origine mexicaine avait été battu à mort et où la justice avait en fait à ce moment-là raflé une vingtaine de membres d'adolescents suspectés d'être membres de gangs de latinos, comme ça existait à l'époque, regardez West Side Story, et avait appliqué dans la foulée, suite à la demande populaire et au mythe raciste, entre guillemets, que les Mexicains débarquent chez nous pour voler la veuve et l'orphelin, prendre notre travail et faire des graffitis, et en plus ils portent le voile, ils peuvent pas s'intégrer, oh là là mon dieu, l'entrisme musulman, etc. C'était la même chose à l'époque, mais précisément avec les communautés latinos. Et donc la police avait réagi en force à la demande de la mairie, en procédant à des centaines d'arrestations arbitraires, à tel point que des couvre-feux populaires s'étaient organisés dans les quartiers qui accueillaient ces populations, et que en fait il y a même eu des grosses manifestations, il y a eu des conflits avec la police, il y a eu alors, je sais plus s'il y a eu des morts ou pas, mais ça a quand même été assez violent. C'était une vraie période de tension raciale assez énervée entre 1942 et 1944, à tel point que en fait des collectifs se sont organisés pour essayer de prouver que l'assassinat de la personne en question n'était pas lié aux violences de gang, et que la justice qui avait au départ condamné plusieurs personnes, encore une fois d'origine latino-américaine, en fait avait simplement appliqué des biais racistes. Et ça a fait beaucoup progresser justement la lutte entre guillemets contre le racisme latino-américain, qui était quand même assez vénère à l'époque, assez sanguin, et qui est toujours d'ailleurs présent aujourd'hui, avec ce qu'on appelait aussi les bandes des zoot suits. Les zoot suits, en fait, c'était des pantalons un peu pas de def, un peu larges, on dirait aujourd'hui des yoga pants, que portaient en fait les jeunes des quartiers. Tu vois, c'était un peu comme le fut à l'Adidas aujourd'hui, tu vois. On disait, les communautés blanches américaines, les bourgeois, disaient, voilà, les zoot suits, c'est les racailles, en fait. C'est les gangsters, c'est les délinquants, c'est les bandes de jeunes, c'est les narcotrafiquants, c'est islamo-racailles, etc., etc. Donc ça avait été adapté ensuite sous la forme d'une pièce, puis adapté au cinéma, avec un truc qui s'appelait les Zoot Suits, et qui a littéralement justement inspiré ce comics, dans le sens où Death to Pachuco est une version modifiée, sensiblement quand même, parce que c'est pas exactement les vrais personnages historiques de l'époque, mais qui reprend grosso modo la même histoire. Un jeune homme a été tué. En l'occurrence, il a été tué a priori suite à une altercation avec des membres de la marine américaine. Il est retrouvé mort, et s'embarque le même vent de folie, la même panique réactionnaire, la même peur des Blancs de voir les Latinos foutre le feu à leur quartier et dévaliser les commerces et imposer la charia. Enfin, leur version de la charia, la charia. La charia. Je sais pas d'ailleurs quels sont exactement ce que les États-Unis reprochent aux migrants mexicains en particulier, parce que c'est quand même eux qui les ont fait venir. De voler leur travail et leurs femmes, non? Oui, mais c'est parce qu'il y a de la main-d'œuvre pas chère que les entreprises se font de la thune. Bref, non, mais ça, on est d'accord, mais bon. Bref, en l'occurrence, ce comics parle de ça, du vent et de la panique raciste qui s'était abattue à l'époque sur le truc. Ça fait évidemment beaucoup penser à The Good Asian, dans le sens où c'est un polar. C'est un polar qui va être écrit dans les codes du film noir, dans le sens où vous avez un détective privé. Un détective privé, je sais plus s'il est privé ou juste membre de la police, mais vous avez un détective, donc inspiré par tout ce qu'on connaît des détectives de cette période-là, du film noir, du roman noir américain, et qui, comme dans The Good Asian, est en fait partie prenante. C'est-à-dire que lui-même est d'origine mexicaine. Et donc, à la fois, il représente la loi et l'autorité, et à la fois, il comprend très bien que y a un racisme systémique aux États-Unis, et que lui qui vient justement des quartiers peut voir la réalité des deux côtés de la loi, on va dire. Comme justement Edison Arc dans The Good Asian, qui était justement un flic asiatique, mais élevé par des blancs, et qui donc pouvait naviguer des deux côtés.
Donc c'est vraiment en fait, c'est d'ailleurs assez amusant. On avait interviewé Pansak Pichotshot lors de Angoulême, mais je crois qu'on lui avait posé cette question-là justement de est-ce qu'il espérait que d'autres comics pourraient inspirer son œuvre. Alors à l'époque, on pensait plutôt justement à la représentation des communautés asiatiques, puisque pour rappel, Good Asian parle pareil d'un fait historique, le Chinese ban, l'interdiction d'entrer et sortir des États-Unis pour les communautés asiatiques entre la fin du 19e siècle et la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quand même beaucoup de documents, de faits racistes documentés qu'on ne connaît pas nous, hein, pour le coup. Et de la même façon que Good Asian était sorti aussi aux réactions au Muslim ban instauré par Donald Trump lors de son premier mandat pour limiter les voyages de populations musulmanes en dehors des États-Unis. Là, c'est pareil. Ce comics-là, il sort au moment où la ICE, donc la police de l'immigration aux États-Unis, est en train de devenir une milice armée fasciste qui, et c'est pas un fantasme personnel de ma part, ça a été encore une fois rapporté dans la presse. Il y a vraiment des graves atteintes à la liberté individuelle et au fichage systématique des populations qui sont en train d'avoir lieu aux États-Unis. Il y a des faits de violence très énervés, des rafles qui sont organisés actuellement dans ce grand pays démocratique. Au point où d'ailleurs certains médias de comics avaient commencé à publier des tutos pour la San Diego Comic-Con. Qu'est-ce qui se passe si la ICI débarque et tout, où sont les endroits où vous planquez si vous avez le malheur d'avoir l'air un peu trop mexicain à leur goût, quoi. Et donc dans ce pays aux portes de basculer dans la dictature, on sort des comics justement pour rappeler que tout ça part de quelque part, que le racisme, parce que nous effectivement, c'est pour ça que je fais toutes ces comparaisons un peu lourdingues, nous effectivement notre ennemi intérieur actuellement, depuis toujours d'ailleurs, c'est les musulmans. C'est pour ça que les médias vous en parlent beaucoup, les politiciens font leur beurre là-dessus. Aux États-Unis, c'est précisément les communautés latino-américaines, particulièrement mexicaines, parce qu'ils sont à la frontière et que c'est elles qui traversent le pays pour alimenter ce fantasme-là. Donc la BD tombe au bon moment, entre guillemets, se base sur des faits intéressants et qu'on ne connaît pas nous. Et effectivement, je pense que si on les interviewe, on pourra leur poser la question, mais on ressent l'inspiration Good Asian, un petit chef-d'œuvre de l'industrie qu'on a vraiment, nous, voulu défendre. Donc c'est cool de voir que ça fleurit des héritiers. Et puis, accessoirement, au-delà de ça, on est fan de polar et de polars sociaux en particulier. Ouais, tout à fait. Donc, c'est écrit par Henri Barajas et c'est dessiné par Rachel Merrill. Et on peut se poser la question de la sortie potentielle de ce projet en France, parce que c'est effectivement un sujet qu'on connaît peu, qu'on maîtrise peu, et accessoirement, les Français s'en battent un peu les steaks. Ouais, après tout, si The Good Asian a pu sortir en France, tu ne dis pas que à terme, mais je veux dire, il s'est passé. Il y avait Tefengji aussi, qui a peut-être pu aider. Tout à fait, ouais, qui est franco. Un artiste franco-asiatique. Ouais. Qui vietnamien, je ne sais plus. Je ne connais il a plus. grandi en France, du coup, tu te dis aussi que l'éditeur avait un intérêt parce que pour les tournées dédicaces, c'est plus simple quand l'artiste est directement ici. Alors que là, pour le coup, pas du tout. Sachant qu'il ne vit pas forcément en France, hein. Il était en Belgique, puis après il était en Espagne et tout ça, donc c'est pas forcément le plus simple non plus, mais effectivement, il y avait peut-être un peu ce côté, c'était un dessinateur qui a fait de la franco-belge aussi, donc qui était forcément plus identifiable. Alors que là, c'est des noms qu'on n'identifie pas pour le moment, mais en tout cas, voilà, ça c'est notre première recommandation. L'autre, elle est beaucoup plus légère, c'est un petit kiff aussi. Faut savoir, hein, les Focus Pulps, on les fait en accord avec nos propres goûts, mais aussi en discutant avec Arnaud de Pulps, que vous connaissez peut-être si vous passez chez Pulps de temps en temps. Donc là, c'est un petit kiff aussi, c'est Gotham Academy, une mini-série, donc Gotham Academy First Year, donc qui permet de retrouver l'équipe créative originelle de ce titre qui était sorti il y a bientôt 10 ans, il y a même 10 ans, je crois, hein, chez DC Comics. Quoique non, c'était DCU, c'était 2016. Ouais, c'était un peu avant, justement. C'était des titres, tu sais, il y avait eu 3 titres, il y avait le Bad Girl de Burnside, Gotham Academy et Gotham by Midnight. C'était les 3 titres initiés par Mark Doyle qui avaient précédé justement tout ce qui a été DCU après. Et Gotham Academy, Gotham by Midnight, toujours inédit. Ouais, bah ça ne sortira plus, pourtant c'était très bien, très bien. C'était génial. Ouais. Ran Ferreira, Ben Temple Smith. Ouais. Mais donc là, en l'occurrence, c'est le pendant young adult, ou même plutôt adolescent en vérité. C'est même pas spécialement des jeunes adultes, c'est vraiment des. Non, c'est des ados, ouais. Dans une version qui imagine qu'il y a donc une académie à Gotham City, un lycée très gothique, inspiré ouvertement par Poudlard. Hein, il faut pas non plus se le mentir. Et on suivait des interactions entre des petits personnages qui justement gravitaient dans cette espèce d'équation. Olive Silverlock qui était l'héroïne. Ouais. T'avais Maps Mizugoshi qui était un peu la comic relief, mais super cool. Exactement. Et un peu à la Persona, on les voyait aller en cours et résoudre des petites enquêtes, petites affaires au sein de leur pensionnat. Série toute mignonne, très très jolie à l'époque. Alors c'est pas le même dessinateur malheureusement, mais c'est les mêmes scénaristes. On est quand même assez content de. Voilà, c'est ça. Donc Becky Cloonan, Brendan Fletcher et Karl Kersch. Donc à l'époque, c'était Cloonan et Fletcher qui étaient scénaristes avec Kersch au dessin, mais ils travaillaient à 3 de concert. Donc là, ils reviennent tous les 3 en confiant les dessins à Marco Ferrari, qui fait du très bon travail aussi. On l'a vu sur le Scarlet de Kelly Thompson.
Une mise en couleur de Eva de la Cruz, donc une mini-série qui forme un peu une forme de préquel et qui s'intéresse à la première année de scolarisation de Olive Silverlock dans cette académie. Et ma foi, si vous aviez suivi cette série qui n'avait pas été éditée complètement en VF, mais il y avait quand même eu 3 tomes de tout le premier run en fait qui était sorti chez Urban Comics, c'est quand même un plaisir de retrouver ces personnages parce qu'il y avait vraiment ce côté frais en fait de la série, d'avoir, c'était avant que voilà Strange Academy a pris le pas ensuite du côté de chez Marvel, mais vraiment ce côté de oui, en fait, dans un univers, dans un environnement qui est bien connu et bien établi avec ce que tu veux de clin d'œil, tu peux aussi présenter des personnages que tu ne connais pas, et en ayant la bonne équipe artistique en fait, simplement ouais, t'arrives à t'intéresser à leurs intrigues, à savoir comment tu trouves ta place aussi. Effectivement, c'est quoi d'être un ado dans Gotham City. Oui, puis ça participe de toute la vie de l'arrière-plan de Gotham City, comme Gotham Central, Gotham effectivement by Midnight, tous ces personnages qui en fait chacun ont droit à leur tonalité. Gotham Central c'était vraiment un polar, Gotham by Midnight c'était vraiment un polar d'horreur, et Gotham Academy c'est vraiment une série pour ados, avec justement pas de concession au côté parce que c'est Batman, faut que ce soit machin et tout. Là c'est un truc que vous pouvez lire si vous aimez ce genre de fiction, même si vous n'aimez pas juste la découvrir, parce que c'est vrai que moi personnellement je suis pas un gros lecteur des Harry Potter-like, on va dire. Même Harry Potter lui-même, j'ai même pas fini les bouquins d'ailleurs pour tout vous dire. Ouais, c'est, et puis, alors pour le coup, finalement, c'est dommage que ce soit pas l'artiste original, mais Marco Ferrari, c'est aussi un bon dessinateur. Donc, même espérons que ça pourrait valider éventuellement un retour de la marque Gotham Academy ou des personnages sur un plus long terme. Donc, ça, c'est le deuxième titre qu'on vous propose dans le Focus Pulps. Et pour le dernier, forcément, donc ça faisait partie des annonces, des titres annoncés juste avant ou pendant la San Diego Comic Con. Le retour du Punisher en comics, mais le deuxième retour du Punisher en comics, c'est pas n'importe lequel. Pour le coup, on est vraiment sur un truc assez incroyable quand même, puisque c'est en fait dans le label Marvel Knights revient en fait avec Joe Quesada et Christopher Priest avec la maxi-série The World to Come. Et dans cette version futuriste de l'univers Marvel Knights, en fait, le Punisher va également y faire son retour avec Jimmy Palmiotti, l'autre créateur du label Marvel Knights, donc qui sera à l'écriture, et Dan Panosian au dessin. Donc, équipe créative pour un projet assez fou en vrai, puisque le monde à venir. Après, c'est vrai que j'ai lu que le premier numéro, mais il y avait quand même une forme de twist déjà amené Black Panther par Christopher Priest, White Panther, voilà, avec un personnage assez intriguant, mais surtout pour avoir cette tonalité plus adulte forcément. Oui, c'est ça, en fait c'est parce que ça devrait se passer effectivement dans la même chronologie, donc c'est 20 ans en avant je crois dans le futur ou quelque chose comme ça, peu importe, mais surtout c'est l'occasion de revoir Big Pun dans Marvel Knights. Et en l'occurrence, c'est un personnage qui a beaucoup profité de ces séries-là à l'époque, comme des séries Max, évidemment. Le Punisher est jamais meilleur quand on le laisse tranquille. C'était Garcenis aussi sur Marvel Knights. Il y avait, non, c'était Greg Rucka. Il me semble, hein. Tu peux revérifier si tu veux, mais je crois que le volume de Rucka, c'était chez Knights. Ennis, il avait commencé en canon, et après, c'était chez Max, surtout, le volume de Ennis. Il est pas impossible qu'il ait fait du Marvel Knights. Non, il a fait du Marvel Knights aussi. Ouais. Parce que de toute façon, Garth Ennis, il a fait du Punisher partout où il le pouvait. Mais en l'occurrence, lui, il a sa continuité. De toute façon, qui est d'ailleurs encore actif dans le présent, puisque Garth Ennis fait encore des Punisher régulièrement, et qui se passe toujours dans la continuité Max, où il n'y a pas de super-héros. Alors que dans la c'est la série de 37 numéros là de Garth Ennis, c'était Marvel Knights. Ça veut dire qu'en canon, c'était Greg Rucka dans ce cas-là. Ouais, plutôt oui, c'est ça. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est ouf, le mec, vraiment, c'est le daron du Punisher, quoi. Mais effectivement, c'est assez intéressant parce que déjà, Palmiotti, on peut penser ce qu'on veut du scénariste qui effectivement a un peu déserté depuis quelques années. Il fait que ces trucs en Creator Owned avec Amanda Conner. Absolument. Et souvent Kickstarter, donc on a beaucoup moins de visibilité parce que clairement c'est des projets qui n'arrivent pas en France non plus. Oui, mais ça ressemble encore. C'est-à-dire que si vous regardez ce qu'il fait beaucoup régulièrement, c'est les comics Painkiller Jane, qui est déjà une héroïne qui est très inspirée par Frank Castle. Genre, c'est littéralement une tueuse. En l'occurrence, insensible à la douleur, on s'en fout, peu importe. Elle traque des cartels, elle traque des assassins. Voilà, ça reste du comics polar avec des guillemets, avec des mitrailleuses. Et Palmiotti, surtout, c'est le mec qui avait lancé les comics d'Ardeville de Marvel Knights à l'époque pour un très bon volume, et qui après effectivement a fait un très bon volume de John X avec Justin Gray, a fait un très bon volume de Batwing avec Justin Gray. Ça reste quand même un très bon scénariste, même si on oublie un petit peu de le citer parce que il s'est fait un peu moins présent depuis quelques années effectivement au profit de ses aventures personnelles avec son épouse et leur boîte Pepper Films machin qui
Hein, on en parlera plus tard, ça. Mais surtout, voilà, c'est aussi la confirmation que la série Marvel Knights The World to Come n'est pas qu'une série nostalgique pour faire plaisir aux fans de Palmiotti et Priest, de Quesada et Priest, mais qui a bien l'envie d'une arborescence de projets. Et on peut imaginer qu'ensuite, il y aura, si ça se vend bien, un Daredevil Marvel Knights The World to Come, par exemple. Je ne pense pas qu'ils ramèneront Bendis pour ça, évidemment. C'est pas possible, de toute façon. Mais voilà, c'est la promesse aussi de reprendre cette continuité qui avait en partie été canonisée en 2006 lors du grand rapatriement. Mais néanmoins, voilà, moi je préfère ça entre guillemets. Ça fait des années qu'on demandait à Marvel un label, à la Black Label justement. Là, c'est pas le cas, c'est une continuité séparée qui vraiment ne peut pas être canonique par rapport à ce qui se passe actuellement sur 616. Mais s'il y a de nouveaux projets qui jaillissent de ça, tu vois, là, ils ont lancé un numéro spécial pour White Tiger, par exemple. Ouais. Moi, je serais assez content si Priest revenait faire du White Tiger avec Hector Ayala, ou, enfin, en l'occurrence, c'était pas Ayala, lui, c'était l'autre personnage, j'ai oublié son nom. Mais voilà, il y a d'autres héros qu'on a un peu perdu de vue depuis, qui profiteraient très bien d'une relance avec cette espèce de rampe élévatrice. Et puis voilà, finalement. Ouais, c'est juste ça. C'est pour soutenir l'effort de Marvel Knights. Et puis parce que Punisher, effectivement, n'a pas eu de série depuis quelques années. Là, ils en ont annoncé une nouvelle avec Ben Percy. En Red Band. En Red Band. À choisir, je pense que je préférerais quand même Palmiotti à Ben Percy pour Big Pun, mais voilà, il revient sporadiquement, mais lentement mais sûrement, mais il revient. Voilà. Déjà, c'est mieux que d'avoir été privé de ce personnage-là, où il y avait que Garcinis qui avait le droit d'en faire pendant quand même bien 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le met là-dedans. C'est pour soutenir cet effort et dire à Marvel indirectement, continuez à faire du Marvel Knights, à faire des propositions différentes, en fait, de la continuité, en attendant que vous assouplissiez vos règles de continuité, que vous puissiez faire les séries telles que vous les faisiez il y a pas si longtemps que ça, quoi. Et que Bendis revienne. Il y avait un Punisher End of Death qui n'est jamais sorti, hein. Je n'ai pas renoncé à ce rêve. Oui, c'est vrai que ça revient souvent dans ton discours. On en a donc terminé pour ce Focus Pulp d'août 2025. Tous les liens sont dans la description de ce podcast pour passer précommande directement sur le site de pulps.fr en profitant donc de ces offres de lancement.